J'ai des sentiments contradictoires et un conflit intérieur permanent. Car j'aime toujours la personne qui m'a enlevé mon père. J'ai passé toutes mes années, après mes 20 ans, jusqu'à quelques heures avant la mort de mon père, à le protéger. Protéger ma mère. Protéger Stevie de lui-même. Je me demande souvent comment on a pu grandir sous le même toit avec les mêmes parents. Et comment il a pu finir comme ça? C'est devenu un tueur. Le plus dur, ce qui me fait le plus mal, c'est que Stevie n'ira jamais mieux. Ça ne finira jamais. La seule fin possible, c'est quand il sera enterré. Mais tout cela va bien au-delà de mon frère. Vous n'imaginez pas à quel point je pleure mon père. Je lui rends aussi hommage dans mon cheminement en partageant avec vous cette histoire. Je dois monter un instant. C'est une photo prise avant ma naissance de mon père en train de lire une histoire à mes frères Paul et Stevie avant de dormir. Là, c'est Paul et là, c'est Stevie. On a grandi à Arlington, Texas. C'était avant qu'il se passe quoi que ce soit et que Stevie ne change. Quand il était petit, il était du genre à donner sa chemise pour les autres. S'il voyait quelqu'un souffrir, il voulait l'aider. Il illuminait sa journée. Stevie était un enfant tellement lumineux. Et il a toujours été plus lumineux que sombre. Je n'aurais jamais imaginé que leur relation puisse être tragique ou que notre histoire devienne ce qu'elle est devenue. Quand Stevie était en CE2, aller à l'école a commencé à l'angoisser. Mes parents ne savaient pas d'où venait son anxiété soudaine. Lors d'une journée ordinaire chez nous, quand on avait école le matin, on se levait, on s'habillait et on mangeait nos céréales. Ensuite, on montait dans la voiture. Un jour, je suis sortie devant la maison, la porte était restée ouverte et j'ai entendu crier. « C'est pas vrai !» Pour ça. Je suis tout de suite revenue dans la maison et j'ai vu Stevie avec un couteau. « Repose-le, Stevie, je t'en supplie !» Il était dans tous ses états. Des larmes coulaient sur ses joues, il pleurait et hurlait. Ne me forcez pas à aller à l'école. Je ne veux pas y retourner, s'il vous plaît. Stevie, je t'en supplie, pose ce couteau. N'approche pas. J'étais déboussolée. Je ne comprenais pas. Il n'était pas comme ça d'habitude. Il ne faisait pas ça. Alors la première fois, j'ai été choquée. S'il te plaît, pose ce couteau. N'approche pas. Mon père s'est mis à genoux pour être à la hauteur de Stevie et lui a demandé de le regarder dans les yeux. Il lui a dit de prendre une grande inspiration et que tout allait bien se passer. Je me souviens que je suis restée là à me demander ce qui se passait
ce qui arrivait à mon frère et pourquoi il était dans cet état-là. Lâche-le. Allez. Au bout de 2 ou 3 minutes à regarder mon père dans les yeux, pendant qu'il essayait de le calmer, Stevie a fini par lui donner le couteau. Mon père semblait être capable d'atteindre Stevie, alors que ma mère n'y parvenait pas. Mes 2 parents l'ont pris dans leurs bras et lui ont dit que tout irait bien. Ça s'est produit 2 ou 3 fois, jusqu'à ce que mes parents finissent par cacher tous les couteaux de cuisine. En tant que mère, je ne peux même pas concevoir la douleur qu'ont dû ressentir mes parents en voyant leur fils aussi angoissé. J'ai du mal à imaginer ce qu'ils ont pu ressentir dans cette situation. Mes parents ne nous laissaient jamais seuls quand on était petits. Sans doute parce qu'ils savaient que Stevie avait tendance à être violent avec Paul. Mais ce jour-là, ils avaient quelque chose à faire et s'étaient absentés. Je dormais dans ma chambre et des cris m'ont réveillée. Je me suis précipitée en bas et j'ai vu que Stevie brandissait un grand couteau. Lâche ton couteau! Non. Il le pointait vers la gorge de Paul, juste au niveau de la pomme d'Adam. Je savais que je devais sauver Paul. Je ne voulais pas que Stevie lui fasse du mal. Ma première réaction a été de le protéger. Je me suis interposée et Paul a dit « Maya, arrête, arrête ». Le couteau était maintenant devant ma gorge. J'ai regardé Stevie droit dans les yeux. Ce n'était pas le même Stevie que je connaissais. Il était différent. Il avait les yeux écarquillés, mais pour une raison mystérieuse, j'étais intouchable. Son agressivité n'était jamais dirigée contre moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas essayé de le raisonner, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit « Stevie, pose ce couteau ». D'une voix calme. Il l'a tout de suite posé et il est parti. J'ai tout raconté à ma mère. Paul endurait beaucoup de violence de la part de Stevie dont je n'avais aucune idée il y a encore quelques semaines. Je ne savais pas à quel point il avait été brutalisé. Paul m'a raconté un épisode que j'ignorais. Une nuit, il dormait et il s'est réveillé au milieu de la nuit. Quand il a ouvert les yeux, il a vu Stevie penché sur lui en train de le regarder, armé d'un grand couteau. Stevie lui a dit « Tu vois, Paul, j'aurais pu te tuer. Là, tout de suite, mais je ne l'ai pas fait parce que je t'aime. » Et il est sorti. J'ai demandé à Paul si c'était arrivé plus d'une fois. Il m'a avoué que Stevie avait fait ça toutes les semaines, pendant des années. Il prenait du plaisir à terroriser les autres.
Dès que Stevie a commencé à mal tourner, la vie de mes parents était finie. Ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Parce que, et il m'a fallu très longtemps pour comprendre ça, leur amour pour lui était bien plus fort que la peur qu'ils avaient de lui. C'est pour cette raison que ça s'est fini comme ça. Dès que Stevie est devenu violent et agressif, mes parents ont cherché l'origine de cette violence. Mais rien de ce que les médecins ou les thérapeutes suggéraient n'apportait de solution ou fonctionnait. Ils ne savaient pas comment le punir efficacement, car ce qui marchait avec les autres enfants était sans effet sur Stevie. À certains moments, il semblait redevenir l'ancien Stevie, mais c'était toujours très bref. Malheureusement, en grandissant, ces moments sont devenus de plus en plus rares. Stevie a grandi. Il avait maintenant une vingtaine d'années. Il était déterminé à devenir officier de police. Il voulait avoir une arme à feu. On n'avait pas grandi avec des armes à la maison. Mais au Texas, c'est très facile d'en acheter. Alors c'est ce qu'il a fait. Et comme avec toutes ses obsessions, il ne pouvait pas s'en tenir à une seule. Il voulait avoir toute une collection d'armes, de styles et de catégories différentes. Quand je rendais visite à mes parents, je trouvais une arme sur la table basse. J'en trouvais une autre sous le coussin du canapé. Et il y en avait d'autres disséminées partout dans la maison. C'était comme une bombe à retardement. À ce moment-là, mon père souffrait déjà de démence sénile et de la maladie de Parkinson. Ma mère devait s'occuper de lui et de mon frère et elle était toujours sur le fil du rasoir. Je pense que Stevie a saisi cette occasion pour commencer à les contrôler. Elle n'aurait pas dû céder pour les armes. Mais elle avait trop peur de ce que Stevie ferait si elle refusait. Alors elle a cédé. C'était un mauvais choix. Je n'aime pas l'idée que tu restes ici toute seule. Ne t'inquiète pas. Acheter des armes a été le début de la fin pour mon frère. Et mon père n'était plus là pour l'arracher à ses démons. À 25 ans, j'ai rencontré mon futur mari, Tony. Tony n'a jamais vu le bon côté de Stevie. Car au moment où j'ai rencontré Tony, ce Stevie-là n'existait plus. On a commencé à organiser notre mariage. Ma mère était ravie de nous aider car j'étais sa fille unique. Mais si je voulais que ma mère soit là, ça impliquait que Stevie soit là aussi. Un jour, ma mère et moi faisions les boutiques pour compléter notre liste de mariage. Et Stevie, même s'il avait une vingtaine d'années, s'impatientait comme un enfant. Physiquement, il était adulte, mais il n'a jamais mûri.
Quand il s'ennuyait ou quand on ne faisait pas attention à lui, il réagissait comme un gamin. Tout à coup, son langage corporel a changé. Il s'est mis à respirer fort et il m'a dit de me dépêcher. « Maya, maigne-toi, on s'en fiche, allez !» Puis il a dit à ma mère qu'il voulait rentrer. « Je veux rentrer. » On a presque fini. Tout de suite. Alors on est partis. Et j'étais contrariée et agacée. Blessée aussi. Stevie était très agité et énervé. Il a sorti une mallette noire. Et avant que je dise quoi que ce soit, il l'a ouverte pour me montrer son arme. Toi et ton fiancé, vous avez intérêt à faire gaffe. Il m'a dit de faire attention lors de notre mariage, que Tony et moi devions être sur nos gardes. Tous nos invités aussi, parce qu'il voulait tuer tout le monde. C'était comme recevoir un coup de poing dans le ventre quand on a soudain le souffle coupé. J'ai tout de suite répondu que s'il continuait de nous menacer, il ne pourrait pas assister au mariage. Et il a refermé la mallette. Désolée. C'est plus dur que je ne croyais. C'est une photo de mon père et moi, juste avant qu'il me conduise à l'hôtel pour me confier à Tony. On ne croirait jamais en regardant cette photo qu'en coulisses, on avait dû engager des policiers en civil pour être sûr que Stevie ne ferait de mal à personne. Je n'ai pas pu le laisser assister à notre mariage car il avait menacé de tuer tout le monde. Il était quand même venu à la réception, mais il n'était pas entré. Si Stevie était venu au mariage, il aurait peut-être discuté avec les invités et essayé de s'amuser, et j'aurais été à cran tout le temps. Ou bien il aurait pu faire irruption avec une arme pour tuer tout le monde. L'année qui a suivi notre mariage, Tony et moi ne sommes pas allés fêter Thanksgiving chez mes parents, car on savait que c'était dangereux. On a passé un très bon dîner de Thanksgiving dans la famille de Tony. J'étais dans la cuisine avec sa sœur en train de faire la vaisselle quand le téléphone a sonné. J'ai décroché et j'ai tout de suite su, en entendant la voix de Paul, qu'il était paniqué. Moins vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit qu'ils étaient tous dans la cuisine, ma mère, mon père et Stevie. Stevie n'arrêtait pas de chercher des poux à mon père. Et il a fini par le pousser. Paul a tout de suite repoussé Stevie. Stevie, qu'est-ce que tu fais? Lâche-le! Stevie a pris Paul par le cou et s'est mis à l'étrangler. Mon père a attrapé quelque chose sur le comptoir de la cuisine et a frappé Stevie à la tête.
Stevie a lâché prise. Il s'est tourné vers Paul et mon père et leur a dit qu'ils allaient tous les deux le regretter. Puis il est sorti. Paul et mon père l'ont suivi dehors. Et ils l'ont vu prendre un fusil de chasse dans le coffre de sa voiture. Stevie l'a chargé. Et il a mis Paul en joue pour le tuer. Stevie, lâche ça! Mon père a crié « Stevie, arrête !» Lâche ton arme! Calme-toi, je t'en supplie! Et il a baissé son arme. Ce n'est même pas le pire dans cette histoire. La police est arrivée. Les policiers ont interrogé Stevie et Paul séparément. Paul a nié tout ce qui s'était passé. Il a même nié que Stevie avait un fusil. Je lui ai demandé pourquoi il avait nié que Stevie était armé. Stevie avait déjà menacé Paul et son enfant. Il m'a expliqué qu'il ne ferait jamais rien contre Stevie, car il ne voulait pas mettre sa famille en danger. Mais je ne comprenais toujours pas. Je lui ai dit qu'il aurait dû parler. Il m'a répondu, « Maya, quand tu auras des enfants, tu comprendras. » Et c'est vrai. Je comprends maintenant. Quand la violence était dirigée contre lui, il n'avait pas peur que pour sa vie. J'ai reçu un appel de ma mère, ce qui n'avait rien d'anormal. On s'appelait tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Elle était hystérique. Elle m'a dit, « Maya, je pars de la maison. Rejoins-moi quelque part. » J'ai dit, « D'accord. » Je l'ai retrouvée dans un restaurant. Elle portait une casquette noire et de grosses lunettes de soleil. Qu'est-ce qui se passe? Elle a enlevé ses lunettes et j'ai vu qu'elle avait les 2 yeux au beurre noir et le nez cassé. Je me souviens de m'être dit, « Qu'est-ce que tu vas faire, Maya? Qu'est-ce que tu vas faire? » Elle m'a raconté que Stevie s'était énervé. Il avait sauté sur son lit et s'était mis à la frapper sans s'arrêter. Elle m'a dit qu'elle n'y arrivait plus, que c'était trop dur. Je l'ai suppliée de partir. Je lui ai dit que je lui trouverais un endroit où habiter, qu'on trouverait une solution. Mais elle ne voulait pas abandonner mon père. Je vais lui parler. Mais tu ne peux pas y retourner. Je suis désolée. Mais ton père ne veut pas partir. Je lui ai dit, « Maman, je t'en supplie, rentre avec moi. J'irai chercher papa. » Elle m'a répondu que je ne pourrais pas, que je ne comprenais pas, que je ne pourrais pas convaincre mon père. Je lui ai promis d'aller le chercher, je lui ai promis. J'ai eu beau supplier, pleurer toutes les larmes de mon corps. Elle a pleuré aussi et je savais qu'elle voulait partir. Mais elle n'allait pas le faire. Je l'ai regardée sortir du restaurant et je suppose qu'elle est rentrée à la maison. Je n'ai pas eu de ses nouvelles ce soir-là. Et je savais qu'il allait probablement tuer un des deux, ou les deux.
mais je ne savais pas quand. J'ai reçu un coup de fil. On m'a demandé si j'étais bien la fille de Vincent et Elsa Pilato. J'ai répondu oui. L'homme m'a annoncé que mes deux parents étaient à l'hôpital. Stevie les avait frappés à la tête avec la crosse d'un fusil. Stevie a été incarcéré pour coups et blessures aggravées. Il n'est resté en prison que quelques jours, car mes parents ont payé la caution. Une ordonnance restrictive a été imposée par le juge. Je crois qu'elle était de 72 jours. J'avais l'espoir que peut-être mes parents comprendraient. Qu'ils ressentiraient pendant 72 jours ce que ça voulait dire de ne pas être menacé au quotidien. Au bout des 72 jours, Stevie est revenu vivre chez mes parents. J'y étais totalement opposée, mais je savais que c'était une bataille perdue d'avance. Je lui envoyais des messages pour lui dire que je prenais des nouvelles des parents et qu'il n'avait pas intérêt à les toucher. Sinon, j'appellerais la police. J'appelais les services sociaux constamment. Comment vous vous êtes fait, ce bleu? Ils allaient sur place. Je suis tombé. Ils voyaient les cocards. Ils se doutaient qu'il y avait de la violence. Ils n'ont jamais réussi à parler à mon père seul. Stevie était toujours là. Merci, madame. Et comme mon père ne pouvait pas fournir de preuves, aucune plainte n'a abouti. Quand mon père est venu me voir, je l'ai tout de suite pris dans mes bras. Il avait l'air épuisé. Il avait l'air d'avoir été frappé. Il avait des entailles et les yeux tuméfiés. Je lui ai demandé si Stevie avait fait ça. Il m'a regardé et m'a dit « Oui, c'est lui qui m'a fait ça ». J'avais tellement de peine pour lui. C'était la première fois qu'il reconnaissait sans réserve que Stevie l'avait frappé. J'étais folle de rage contre mon frère. Tellement furieuse. Une fois de plus, j'ai supplié mon père de rester. Il a refusé. Il a dit qu'il avait besoin de se reposer, de reprendre des forces, et qu'il devait rentrer à la maison.
Ce jour-là, il m'a aussi dit que c'était surtout pour ma mère qu'il prenait les coups et qu'il ne pouvait pas la laisser seule. Tu ne peux pas faire ça. Maya, Il faut que la police intervienne. Je l'ai supplié de me laisser appeler la police, de me laisser mobiliser tout le monde et de me laisser l'aider. Je t'en supplie. Mon père m'a regardé et m'a dit « Maya, je ne peux pas avouer à la police qu'il m'a fait ça. » Pourquoi? Pourquoi, je t'en prie, dis à la police ce que Stevie t'a fait? Il doit aller en prison. Il doit être dans l'incapacité de vous toucher, toi et maman. Mon père m'a dit qu'il ne pouvait pas. Il m'a dit « Je ne peux pas, Maya. » Je l'ai serré dans mes bras en pleurant et je l'ai supplié. Il m'a répondu « Je ne peux pas laisser ta mère. » Et il ne pensait pas que ma mère abandonnerait un jour Stevie. Il m'a regardé et a dit « Je suis désolée, ma chérie, de ne pas pouvoir rester. Tout ce que je te demande, c'est de nous pardonner et de prier pour nous. » Alors j'ai su qu'il rentrait chez lui pour mourir et que je ne pouvais rien faire pour empêcher ça. J'avais beau le supplier, je n'arrivais pas à le faire changer d'avis. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de profiter du peu de temps que j'avais avec lui, de le choyer et de le laisser dormir, de lui préparer à manger, de lui donner le plus d'amour possible. Pendant les quelques jours où il est resté avec moi, je voulais qu'il soit un grand-père heureux. J'ai reçu un coup de fil de mon frère Paul. Il m'a dit que Stevie avait tué mon père. Je n'arrêtais pas de dire « Stevie a tué papa ». Je répétais cette phrase encore et encore, comme si j'espérais qu'au bout d'un moment, Paul me dise « Non, tu as mal entendu ». Je suis tombée à genoux et je me suis mise à hurler. Tony m'a entendu de l'étage du dessous. Il s'est précipité dans l'escalier et j'ai dit que Stevie l'avait tué. Paul est venu me chercher et on s'est tout de suite rendu chez mes parents. Quand on est arrivé, Paul et moi sommes descendus de la voiture. La porte était ouverte. Ma mère hurlait. Elle était par terre. Effondrée. Il y avait des morceaux de chair sur les murs. Le cerveau de mon père était éparpillé dans toute la pièce. Il y avait du sang partout. Je ne savais pas quoi faire. J'aurais dû la relever, la prendre dans mes bras et la faire sortir de la maison. Mais je n'ai pas pu. Et je ne pourrai jamais réparer ça.
Ma mère a raconté qu'elle dormait dans son lit quand elle a entendu du bruit. Stevie a fait irruption dans sa chambre et a dit « Maman, il faut que tu te lèves. » Je crois que j'ai tué papa. Elle a dit que Stevie était dans tous ses états. Elle est descendue dans le salon et elle a vu que mon père était mort. Stevie était totalement paniqué et ils ont appelé les secours. Elle m'a expliqué que les négociateurs étaient arrivés. Elle est sortie de la maison la première. Il est mort! Il est mort! Il est mort! Ils l'ont fait monter dans la voiture de police. Puis ils ont fait sortir Stevie de la maison et l'ont arrêté. Un homme sort. Cette photo, c'est la photo de police prise le 29 novembre. Je ne vois que de la noirceur, pas de lumière. On le voit dans son regard. Je ne crois pas que Stevie soit né mauvais. Il était très lumineux quand il était enfant. L'acte qu'il a commis ce jour-là est celui d'un être malveillant. Je pense que ce drame est le résultat des mauvais choix que nous avons faits au fil des années. Nous avons notre part de responsabilité dans cette catastrophe. Je déteste certains aspects de Stevie et ce qu'il a fait, mais je ressens aussi une immense tristesse pour lui et pour sa vie. Le plus tragique est que les personnes qui aimaient le plus Stevie sont celles qui l'a fait le plus souffrir. Mes parents considéraient que leur devoir était non seulement de le protéger, mais aussi de protéger tous ceux à qui il pouvait faire du mal. Je n'aurais jamais cru en grandissant que mon existence prendrait cette tournure et que mon père me serait enlevé par mon frère. J'adore cette photo. C'est mon père le jour de mon mariage. Cette photo... Désolée. C'est pas vrai. Cette photo, je l'ai fait agrandir pour son enterrement. Je l'ai même prise avec moi dans l'avion. Et je l'ai toujours avec moi depuis mon arrivée ici. Quand Stevie a tué mon père, il nous a tout pris. Le bonheur, l'espoir. Chaque année, le jour de son anniversaire, on écrit tous un petit mot pour lui dire qu'il nous manque et qu'on l'aime. Puis on sort dans la nuit
avec chacun un ballon qu'on laisse s'envoler. On lui envoie des messages dans le ciel chaque année. Je t'aime, papy! Ce qui m'impressionnait le plus chez mon père, c'est qu'il restait toujours extrêmement calme. Il savait comment exprimer les choses très calmement et posément. Il était capable de désamorcer n'importe quelle situation, que ce soit un conflit lié au travail ou à la famille. J'ai beaucoup de chance d'avoir été sa fille. Il me manque beaucoup. J'aurais aimé qu'il puisse faire partie de la vie de mes enfants, comme il a fait partie de la mienne. Malheureusement, quand il nous a été enlevés, mes enfants avaient 5 et 2 ans, donc ils ne l'ont jamais vraiment connu. Il y a tant de choses que j'aurais aimé lui dire, tant d'expériences que j'ai vécues pour lesquelles j'aurais aimé avoir son soutien. Je pense qu'il s'est sacrifié pour que Stevie soit enfin enfermé et qu'il ne sorte jamais. C'est ce qui a protégé tout le monde, et notamment ma mère. Je suis très proche de ma mère. Elle se sent très coupable. Elle est vraiment une rescapée extraordinaire. Je ne sais pas comment elle fait parfois pour se lever et mettre un pied devant l'autre. Vous m'avez offert une chance que tout le monde n'a pas. Je savais que je m'en voudrais de ne pas saisir cette chance. Je devais raconter mon histoire, dans l'espoir qu'elle touche les autres et qu'elle leur fasse comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Peut-être que des parents me regardent en ce moment et s'identifient à mon histoire, car leur enfant est comme ça. Et peut-être que pour eux, ce sera différent. La nuit où tout a commencé, l'air de Floride était trop calme, presque suspect, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Les lampadaires projetaient des halos jaunes sur l'asphalte humide, les palmiers ne bougeaient pas, et quelque part, derrière des rideaux tirés à moitié, quelqu'un regardait leur passé sans savoir que cette minute-là allait devenir une cicatrice. En 1993, personne ne parlait encore de cold case. Personne n'imaginait que ce mot, froid et clinique, allait s'abattre sur la ville comme un verdict. Ce soir-là, on parlait simplement d'un silence étrange, d'une absence qui ne collait pas, d'un téléphone qui sonnait sans réponse. Puis le silence a gagné du terrain, maison après maison, rue après rue, jusqu'à engloutir toute la communauté. La victime n'était pas une célébrité, pas une figure publique, juste un visage familier, un prénom que tout le monde connaissait, un sourire croisé au supermarché, une voix entendue au coin de la rue. C'est souvent comme ça que commencent les histoires qui refusent de mourir. Pas par un coup de tonnerre, mais par une anomalie minuscule. Une voiture garée trop longtemps. Une porte laissée entr'ouverte. Un rendez-vous manqué. Le genre de détail que l'on balaie d'abord d'un geste agacé, avant que l'inquiétude ne s'installe, lente et poisseuse, comme l'humidité sur la peau. Quand les premiers policiers sont arrivés, ils n'ont pas trouvé de chaos spectaculaire. Pas de vitres brisées. Pas de cris. Juste un décor figé, trop propre, trop ordonné. La scène semblait presque mise en scène, et c'est précisément ce qui dérangeait. Les enquêteurs ont échangé des regards lourds de sens, conscients que les affaires les plus dangereuses ne sont pas celles qui hurlent, mais celles qui murmurent. Très vite, le mot a circulé à voix basse. Disparition. Puis, presque aussitôt, une autre expression a suivi,
Plus inquiétante encore, disparition inexpliquée. La communauté a réagi comme toutes les petites villes américaines réagissent dans ces moments-là. D'abord, le déni. On se convainc que la personne va réapparaître, qu'il s'agit d'un malentendu, qu'elle a simplement pris la route sans prévenir. Puis viennent les rumeurs. Des conversations chuchotées sur les perrons. Des regards qui s'évitent. Des hypothèses lancées comme des fléchettes dans le noir. Chaque habitant devient, malgré lui, un enquêteur amateur. Chaque détail du quotidien est réexaminé à la lumière de la peur. Les médias locaux n'ont pas tardé à s'emparer de l'histoire. Les gros titres parlaient de mystère, de choc, d'une ville qui ne dormait plus. Les caméras se sont installées à l'entrée du quartier, cherchant des images capables de traduire l'angoisse collective. Mais l'angoisse, justement, ne se laissait pas filmer. Elle se nichait dans les gestes, dans les silences prolongés, dans les portes verrouillées plus tôt que d'habitude. Les journalistes posaient des questions, mais personne n'avait de réponse. Seulement des suppositions, et cette sensation diffuse que quelque chose de grave avait fissuré la normalité. L'enquête officielle avançait, méthodique, implacable, mais sans révélation spectaculaire. Les policiers ont interrogé les voisins, les proches, les collègues. Ils ont dressé des chronologies précises, minute par minute, heure par heure, cherchant le moment exact où tout avait basculé. Chaque témoignage ajoutait une pièce au puzzle, mais aucune ne semblait s'emboîter parfaitement. Les contradictions s'accumulaient. Les souvenirs se brouillaient. Et plus les jours passaient, plus l'affaire s'épaississait. Très vite, un élément est devenu central. Une dernière trace, un dernier geste, un dernier contact. Un appel téléphonique. Une lumière aperçue tard dans la nuit. Un bruit que quelqu'un croyait avoir entendu sans en être sûr. Ces fragments de réalité sont devenus des obsessions. On les a disséqués, analysés, retournés dans tous les sens. Mais ils refusaient de livrer un sens clair. Ils restaient là, suspendus, comme des points de suspension au milieu d'une phrase inachevée. Puis il y a eu les premiers suspects. Pas forcément des coupables évidents, mais des figures périphériques, des noms qui revenaient un peu trop souvent dans les rapports. L'ex-compagnon. Le voisin discret. L'ami trop silencieux. Dans une petite ville, il suffit de peu pour que la suspicion devienne contagieuse. Les regards changent. Les conversations se figent quand quelqu'un entre dans la pièce. La confiance, jadis solide, commence à se fissurer. Et pendant ce temps-là, l'enquête piétine. Les semaines se sont transformées en mois. Les mois en années. Le dossier a pris de l'épaisseur, mais pas de clarté. Des cartons remplis de rapports, de photos, de relevés, de notes griffonnées à la hâte. Les enquêteurs ont changé. Certains ont pris leur retraite. D'autres ont été mutés. Mais le mystère, lui, est resté. Il s'est installé dans les archives, dans les mémoires, dans les conversations tardives autour d'un verre. Il est devenu un fantôme familier, une présence invisible mais constante. À mesure que le temps passait, le terme cold case a commencé à apparaître, d'abord timidement, puis comme une évidence. Un mot lourd, chargé de résignation et de promesses brisées. Cold case, ça signifie que l'affaire n'est pas close, mais qu'elle ne bouge plus, qu'elle attend, dans l'ombre, qu'un détail oublié refasse surface, qu'un témoin ose enfin parler, qu'une technologie nouvelle vienne éclairer ce que les méthodes d'hier n'ont pas su voir. Pour la ville, ce mot a été un choc. Un aveu implicite que la vérité pouvait ne jamais émerger. Les habitants ont continué leur vie, mais avec une méfiance nouvelle. Les enfants ont grandi en entendant cette histoire comme une légende locale, un avertissement murmuré. Ici, quelque chose de terrible est arrivé, et personne ne sait vraiment comment ni pourquoi. Les parents ont verrouillé les portes plus tôt. Les rues se sont vidées plus vite le soir. Et puis, contre toute attente, des années plus tard, un frémissement. Une rumeur persistante. Un article qui évoque une possible réouverture. Les gros titres promettent une résolution. Cold case solved, annoncent certains médias, avec cette assurance qui fait vendre. La ville retient à nouveau son souffle. Les souvenirs remontent à la surface, douloureux, précis, comme s'ils n'avaient jamais disparu. On parle d'un nouvel indice, d'un témoignage tardif, d'une preuve longtemps négligée. Mais la réalité est rarement aussi nette que les manchettes. Car derrière l'annonce choc, derrière la promesse d'une vérité enfin révélée, se cache une histoire encore plus trouble. Des questions demeurent. Des zones d'ombre persistent. Et plus on s'approche de ce qui est présenté comme une solution, plus on réalise que le mystère n'a peut-être fait que changer de forme. La résolution annoncée secoue la ville, oui, mais elle n'apaise pas. Elle ravive les doutes. Elle rouvre des blessures. En 1993,
la Floride n'imaginait pas que cette affaire deviendrait un symbole. Un rappel brutal que certaines vérités résistent au temps, aux enquêtes, aux certitudes. Que même lorsqu'on croit avoir toutes les réponses, il reste toujours une question, tapie dans l'ombre, prête à refaire surface. Et tandis que la ville tente de comprendre ce que signifie réellement cette prétendue résolution, une chose est sûre, le cold case n'a jamais vraiment cessé d'exister. Il a simplement appris à se cacher, attendant le moment idéal pour rappeler à tous que le passé, lui, n'est jamais complètement enterré. Lorsque les enquêteurs ont commencé à retourner chaque détail de la vie de la victime, la ville a compris que rien ne serait plus jamais ordinaire. Chaque habitude, chaque trajet quotidien, chaque conversation anodine devenait soudain une piste potentielle. Le cold case n'était pas encore officiellement nommé ainsi, mais il se formait déjà, couche après couche, comme une ombre qui s'étend. Les policiers parlaient de routine, de méthode, mais leur regard trahissait autre chose. Une inquiétude sourde, celle que l'affaire leur glisse entre les doigts avant même d'avoir révélé son vrai visage. Les derniers jours de la victime ont été disséqués avec une précision presque cruelle. Où était-elle allée? Qui avait-elle vu? À quelle heure exactement la lumière s'est-elle éteinte ce soir-là? Les réponses semblaient simples, presque banales, et pourtant elles ne menaient nulle part. Les horaires concordaient trop bien. Les témoins étaient trop sûrs d'eux, ou au contraire trop vagues. Et plus les enquêteurs creusaient, plus ils avaient l'impression de tourner en rond, prisonniers d'un labyrinthe sans centre. Dans la petite ville, l'ambiance a changé subtilement. On parlait plus bas dans les cafés. Les discussions s'interrompaient dès qu'un inconnu approchait. Les voisins, autrefois si prompts à se rendre service, hésitaient désormais avant de se confier. Chacun se demandait, sans jamais le dire à voix haute, si le danger venait de l'extérieur ou de l'intérieur. Cette peur diffuse, insidieuse, a commencé à façonner les comportements. Les gens se sont mis à observer, à noter des détails qu'ils auraient ignorés auparavant. Une voiture inconnue. Une silhouette aperçue tard dans la nuit. Un bruit étrange qui, autrefois, n'aurait suscité qu'un haussement d'épaules. Les enquêteurs, eux, ont élargi le cercle. Ils ont interrogé les collègues de travail, fouillé les relations passées, exhumé d'anciennes tensions. Chaque conflit, même mineur, devenait soudain suspect. Les dossiers se multipliaient. Les tableaux couverts de photos et de flèches prenaient des allures de toiles d'araignée. Mais malgré toute cette activité, une question demeurait, lancinante, où était passée la victime? Car sans corps, sans preuve définitive, l'affaire restait suspendue dans une zone grise, inconfortable, où tout était possible et rien n'était certain. Un jour, une information a semblé changer la donne. Un témoignage tardif, fragile, mais troublant. Quelqu'un affirmait avoir vu quelque chose cette nuit-là. Pas grand-chose, juste une scène fugace, presque insignifiante. Pourtant, cette déclaration a fait l'effet d'une décharge électrique. Les enquêteurs se sont accrochés à cette piste avec une intensité nouvelle. Ils ont reconstitué l'itinéraire supposé, mesuré les distances, comparé les horaires. Pendant un instant, la ville a cru que la vérité était à portée de main. Mais l'espoir s'est rapidement émoussé. Le témoignage s'est révélé incertain. Les souvenirs s'étaient brouillés avec le temps. Les détails changeaient d'une version à l'autre. Ce qui paraissait solide s'est effrité, laissant derrière lui une frustration encore plus profonde. Pour les enquêteurs, c'était un rappel brutal. Le temps est l'ennemi numéro 1 des affaires non résolues. Il efface, déforme, fatigue. Il transforme les certitudes en hypothèses fragiles. À mesure que les mois passaient, l'enquête est entrée dans une phase plus sombre. Les pistes se sont raréfiées. Les interrogatoires répétés n'apportaient rien de nouveau. Certains témoins, lassés, ont cessé de coopérer. D'autres ont déménagé, emportant avec eux des fragments de mémoire impossibles à récupérer. Le cold case prenait forme, non pas comme une décision officielle, mais comme une réalité tacite. L'affaire n'avançait plus. Elle stagnait. Pour la famille de la victime, cette stagnation était insupportable. Chaque jour sans réponse était une torture silencieuse. Ils vivaient dans l'attente, suspendus à un appel qui ne venait jamais. Les anniversaires, les fêtes, les moments censés être joyeux devenaient des rappels douloureux de l'absence. Et plus le temps passait, plus ils avaient l'impression que le monde extérieur oubliait, que l'affaire se diluait dans le flot incessant de nouvelles tragédies. Les médias, eux aussi, ont fini par se lasser. Les gros titres ont disparu. Les caméras sont parties. L'histoire, autrefois omniprésente, a glissé vers les pages intérieures des journaux, puis a cessé d'apparaître. Mais dans la ville, elle continuait de vivre, alimentée par les conversations privées, les souvenirs partagés, les rumeurs persistantes. On racontait l'affaire aux nouveaux arrivants comme on raconte une légende urbaine, avec cette précision étrange que seules les histoires vraies possèdent.
Les enquêteurs restants ont tenté une dernière fois de relancer l'affaire. Ils ont réexaminé les preuves matérielles, cherchant ce qu'ils auraient pu manquer. Une trace mal interprétée. Un détail jugé insignifiant à l'époque. Mais les technologies étaient limitées, et ce qui semblait aujourd'hui évident ne l'était pas encore hier. Les preuves restaient muettes, figées dans le temps, incapables de parler sans un regard neuf ou un outil nouveau. Puis, presque sans cérémonie, l'affaire a été classée parmi les cold cases. Pas fermée, jamais fermée, mais rangée. Une boîte de plus sur une étagère déjà surchargée. Pour les enquêteurs, c'était une défaite difficile à accepter. Pour la ville, une blessure ouverte. Et pour le coupable, si coupable il y avait, c'était peut-être un soulagement silencieux, la certitude que le temps jouait en sa faveur. Les années ont passé. La ville a changé. De nouveaux commerces sont ouverts. Des maisons ont été rénovées. Des enfants sont nés sans jamais connaître la victime autrement que par des récits fragmentés. Pourtant, malgré ces transformations, quelque chose demeurait immuable. Une sensation persistante que l'histoire n'était pas terminée. Que le silence n'était pas synonyme d'oubli. Car un cold case n'est jamais vraiment mort. Il hiberne. Il attend. Il s'accroche à la moindre possibilité de résurgence. Et quelque part, dans les archives poussiéreuses, dans les souvenirs hésitants, dans une preuve longtemps négligée, la vérité continuait de se cacher. La ville ne le savait pas encore, mais ce qui semblait figé dans le passé allait un jour se réveiller, brutalement, ramenant avec lui toute la peur, toute la tension, toute l'obsession de cette nuit de 1993 où tout avait basculé. Le temps a cette capacité cruelle de recouvrir les affaires non résolues d'une couche de normalité trompeuse. Un cold case ne disparaît pas, il se fond dans le décor. Dans cette ville de Floride, au fil des années, le nom de la victime n'était plus prononcé avec la même urgence, mais il n'avait jamais cessé d'exister. Il flottait dans l'air, discret, comme une humidité persistante que l'on finit par accepter sans s'en rendre compte. Les enquêteurs avaient changé. Les uniformes étaient plus récents. Les méthodes aussi. Mais l'affaire, elle, restait figée, prisonnière de 1993. Dans les archives du commissariat, le dossier était épais, gonflé de rapports, de photos, de comptes rendus d'audition. Chaque page racontait une tentative, un espoir, une impasse. Les nouveaux policiers qui prenaient le temps de l'ouvrir ressentaient toujours la même chose, un mélange de curiosité et de malaise. Curiosité face à l'ampleur du travail déjà accompli. Malaise devant l'évidence que malgré tout cela, rien n'avait abouti. Le cold case semblait presque les observer, tester leur détermination. À l'extérieur, la ville poursuivait son évolution. Les rues avaient été refaites. Les enseignes lumineuses avaient remplacé les vieilles vitrines. Pourtant, certains lieux restaient inchangés, comme figés par le souvenir. Les habitants les plus anciens savaient exactement où ils se trouvaient le jour où la nouvelle avait éclaté. Ils se souvenaient du ton des voix à la radio, de la façon dont les gens s'étaient rassemblés spontanément, cherchant du réconfort dans la proximité. Ces souvenirs revenaient parfois sans prévenir, déclenchés par une odeur, un morceau de musique, une lumière trop familière. La famille de la victime avait appris à vivre avec cette absence définitive de réponse. Ils n'avaient pas tourné la page. Ils avaient simplement cessé de la lire chaque jour. Le deuil, dans un cold case, est un processus inachevé. Il ne se conclut jamais. Il se transforme. L'attente d'un appel de la police devenait moins fréquente, mais jamais totalement inexistante. Chaque numéro inconnu faisait encore battre le cœur un peu plus vite. Du côté des enquêteurs, l'affaire ressurgissait périodiquement, souvent à l'occasion d'une formation, d'une réunion ou d'un nouveau regard posé sur les dossiers anciens. Quelqu'un posait une question simple. Et si on s'était trompé dès le début? Cette question, pourtant évidente, était la plus dangereuse. Elle obligeait à remettre en cause des années de travail, des décisions prises sous pression, des intuitions devenues certitudes. Mais elle était aussi nécessaire. Sans elle, aucun cold case ne peut évoluer. Un détective, plus jeune que l'affaire elle-même, a commencé à s'y intéresser avec une attention particulière. Il n'avait pas connu la ville en 1993. Il n'avait pas partagé la peur initiale. Cette distance était son avantage. Il lisait les rapports sans contexte émotionnel, repérant des incohérences là où d'autres voyaient des évidences. Il notait les silences, les contradictions mineures, les détails laissés de côté parce qu'ils ne correspondaient pas au récit dominant de l'époque. Il a remarqué quelque chose de troublant. Certaines pistes avaient été abandonnées trop vite. Non pas par négligence, mais par nécessité. Les moyens manquaient. La pression médiatique exigeait des résultats rapides. Et lorsque ces résultats ne venaient pas, il fallait avancer, traiter d'autres affaires. Ce n'était pas une faute individuelle.
C'était un mécanisme. Et ce mécanisme avait peut-être permis à la vérité de se dissimuler. En parallèle, la technologie évoluait. Des techniques autrefois impossibles devenaient accessibles. Des preuves matérielles conservées depuis des années pouvaient désormais parler autrement. Mais encore fallait-il savoir où regarder. Et surtout, avoir le courage de rouvrir une plaie que beaucoup préféraient laisser cicatriser, même imparfaitement. Dans la ville, certains habitants avaient vieilli avec l'affaire. Ils étaient devenus parents, grands-parents. Ils racontaient parfois l'histoire aux plus jeunes, non pas pour effrayer, mais pour expliquer. Expliquer que le mal peut surgir sans prévenir. Que la sécurité est fragile. Que la justice n'est pas toujours immédiate. Ces récits, transmis presque à voix basse, maintenaient la mémoire vivante, même lorsque les journaux n'en parlaient plus. Les rumeurs, elles, n'avaient jamais complètement disparu. Elles changeaient simplement de forme. Un nom revenait parfois, puis un autre. Des accusations voilées, jamais confirmées, jamais prouvées. Ces murmures faisaient partie du paysage. Ils alimentaient la méfiance, sans jamais fournir de solution. Pour les enquêteurs, ils étaient à la fois une source potentielle d'informations et un obstacle, car ils brouillaient la frontière entre faits et fantasmes. Le jeune détective a décidé de rencontrer certains de ses habitants. Pas pour les interroger officiellement, mais pour écouter. Il savait que le temps modifie les récits. Mais il savait aussi qu'il peut libérer la parole. Des choses trop lourdes à dire à l'époque deviennent parfois supportables des années plus tard. Les conversations étaient longues, hésitantes. Parfois décevantes. Parfois troublantes. Un détail ici. Une impression là. Rien de concret, mais une atmosphère, une sensation persistante que quelque chose n'avait jamais été dit. Au commissariat, cette initiative n'était pas vue d'un bon œil par tout le monde. Certains pensaient que rouvrir le cold case était une perte de temps. D'autres craignaient les conséquences. Et si l'enquête révélait des erreurs graves? Et si elle pointait des responsabilités embarrassantes? Mais le détective persistait. Non par ambition, mais par conviction. Il croyait que certaines affaires refusent de rester silencieuses. Plus il avançait, plus il réalisait que l'affaire n'était pas seulement celle d'une nuit de 1993. Elle était devenue le reflet de toute une époque, de ses limites, de ses angles morts. Comprendre ce cold case, c'était comprendre la ville elle-même, ses peurs, ses habitudes, ses non-dits. Et cette prise de conscience rendait l'enquête encore plus lourde. Un soir, seul dans son bureau, il relisait un rapport ancien lorsqu'il a remarqué une phrase anodine, presque invisible. Un détail logistique. Un horaire. Rien qui n'ait attiré l'attention à l'époque. Mais replacé dans un autre contexte, avec d'autres connaissances, ce détail prenait une dimension nouvelle. Ce n'était pas une preuve. Pas encore. Mais c'était une fissure. Une petite fissure dans la version officielle des faits. À cet instant précis, sans le savoir, le cold case venait de changer de statut. Il n'était plus seulement un dossier oublié. Il redevenait une question ouverte. Une possibilité. Une menace pour ceux qui pensaient que le temps avait tout effacé. Et dans la ville, alors même que personne ne s'en doutait, le passé commençait lentement à se réveiller, prêt à rappeler à tous que certaines vérités ne disparaissent jamais vraiment. La fissure, une fois apparue, ne pouvait plus être ignorée. Elle n'était pas spectaculaire. Pas de révélation fracassante, pas de confession soudaine. Juste un décalage minuscule entre ce qui avait été écrit et ce qui aurait dû l'être. Un horaire noté trop vite. Une mention administrative passée inaperçue. Le genre de détail que l'on balaie lorsqu'on court après une vérité plus grande. Mais dans un cold case, ce sont précisément ces détails-là qui respirent encore. Le détective a commencé à remonter le fil avec prudence. Il savait que s'il tirait trop fort, trop vite, la résistance interne se manifesterait. Il a donc travaillé seul, tard le soir, lorsque le commissariat se vidait et que les voix s'éteignaient. La lumière au-dessus de son bureau découpait les pages jaunies, révélant des annotations manuscrites, des signatures oubliées, des formulations vagues qui, à l'époque, semblaient suffisantes. Aujourd'hui, elles sonnaient creux. Il a repris la chronologie minute par minute. Pas pour la réécrire, mais pour la sentir. Pour comprendre où le récit avait été forcé à rester cohérent. Là où des hypothèses avaient comblé des trous trop inconfortables. Plus il avançait, plus une sensation étrange s'installait. L'affaire n'avait pas été mal menée. Elle avait été menée trop vite. Pressée par l'urgence, par la peur collective, par le besoin d'un apaisement immédiat. Dans la ville, l'agitation de l'époque avait laissé des traces invisibles. Certains habitants se souvenaient encore de la frénésie, de la façon dont tout le monde voulait aider, parler, être utile. Cette avalanche de bonne volonté avait noyé l'essentiel.
Trop de voix, trop de versions, trop d'angles. Et au milieu de ce bruit, des silences s'étaient glissés, presque naturellement. Le détective a décidé de revenir à ces silences. Il a identifié les témoins les moins bavards. Ceux dont les déclarations tenaient en quelques lignes, sans émotion apparente. À l'époque, on les avait considérés comme peu fiables ou insignifiants. Aujourd'hui, leur discrétion devenait suspecte, ou du moins intrigante. Non pas parce qu'ils mentaient, mais parce qu'ils n'avaient peut-être jamais été encouragés à parler davantage. Il a retrouvé l'un d'eux dans une banlieue tranquille, loin du centre-ville. L'homme avait vieilli. Son regard était plus lent, mais pas fuyant. La conversation a commencé prudemment, sans mention directe de l'affaire. Puis, doucement, le passé s'est invité. Les souvenirs sont revenus par fragments, hésitants, parfois contradictoires. Mais au milieu de ces fragments, une chose était claire, certaines questions n'avaient jamais été posées. Ou alors, elles avaient été posées trop rapidement, sans laisser le temps d'une réponse sincère. Ce constat s'est répété avec d'autres témoins. Aucun n'apportait de révélation décisive. Mais ensemble, leur récit dessinait un vide. Un espace narratif laissé intact. Comme si une partie de l'histoire avait été contournée par facilité, par fatigue ou par peur de ce qu'elle pourrait révéler. Au commissariat, les tensions commençaient à monter. Les supérieurs du détective s'interrogeaient. Pourquoi rouvrir des blessures anciennes? Pourquoi investir du temps et des ressources dans une affaire que tout le monde considérait comme figée? Les réponses étaient prudentes, presque diplomatiques. Ils parlaient de devoir, de cohérence, de possibilités. Mais au fond, ils savaient que ce qui dérangeait le plus, ce n'était pas l'éventualité d'un coupable encore en liberté. C'était la remise en question d'un récit collectif. La technologie, de son côté, offrait des promesses. Certaines preuves conservées depuis 1993 pouvaient désormais être analysées autrement. Mais chaque avancée nécessitait une validation, un budget, une justification. Rien n'était simple. Et chaque demande réveillait des souvenirs gênants, des décisions passées que certains préféraient oublier. Pendant ce temps, la famille de la victime continuait de vivre avec cette attente sourde. Ils n'avaient pas été officiellement informés de la reprise officieuse de l'enquête. Et pourtant, ils le sentaient. Les appels plus fréquents. Les questions nouvelles. Le ton différent. Cette intuition, forgée par des années d'espoir déçus, les rendait à la fois méfiants et attentifs. Ils avaient appris à ne pas se projeter trop loin. À accueillir chaque signe sans y attacher de promesses. Dans la ville, quelques rumeurs ont commencé à circuler. Rien de précis. Juste l'idée que quelque chose bougeait. Ces murmures ont suffi à réveiller une vieille nervosité. Certains habitants ont recommencé à observer leurs voisins avec une curiosité mal dissimulée. D'autres ont préféré se taire, convaincus que remuer le passé ne pouvait qu'apporter des ennuis. Le détective, lui, avançait lentement mais sûrement. Il a croisé des données, comparé des horaires, reconstitué des trajets avec des outils modernes. Et là encore, des incohérences sont apparues. Des impossibilités logistiques. Des déplacements trop rapides pour être crédibles. Rien de suffisamment flagrant pour déclencher une arrestation. Mais suffisamment troublant pour invalider certaines hypothèses tenues pour acquises. Un nom, jusque-là secondaire, a commencé à revenir. Pas comme un suspect direct. Plutôt comme un point de convergence. Quelqu'un qui apparaissait en périphérie de plusieurs témoignages. Toujours présent, jamais central. À l'époque, ce genre de profil passait inaperçu. Aujourd'hui, il attirait l'attention. Pas par ce qu'il faisait, mais par ce qu'il semblait éviter. Approcher ce nom était délicat. Il fallait éviter toute accusation prématurée. Toute fuite. Le détective savait que la moindre erreur pouvait refermer l'affaire pour de bon. Il a donc continué à observer, à accumuler des éléments, à construire patiemment un cadre cohérent. Chaque pièce ajoutée au puzzle renforçait l'impression que la vérité n'était pas loin, mais qu'elle exigeait une précision extrême. Dans les nuits silencieuses de la ville, le passé semblait plus proche que jamais. Les lieux de l'affaire n'avaient pas changé d'adresse, seulement de fonction. Là où il y avait autrefois un terrain vague, se dressait maintenant un immeuble. Là où un commerce avait fermé, un autre avait ouvert. Mais sous ces couches de modernité, le souvenir persistait, tenace. Le cold case n'était plus une archive poussiéreuse. Il était redevenu une présence active. Une tension palpable. Quelque chose qui circulait à nouveau dans les couloirs du commissariat et dans les conversations feutrées. Et même si personne n'osait encore le dire à voix haute, une certitude commençait à s'imposer. L'histoire de 1993 n'avait pas livré son dernier secret. Et ce secret, une fois révélé, ne laisserait personne indemne. Les indices commençaient à s'assembler,
mais avec une logique qui ne se révélait qu'au prix d'une attention minutieuse. Le Cold Case de 1993, que tout le monde pensait figé, avait recommencé à murmurer. Chaque document, chaque note, chaque témoignage oublié avait sa place dans un puzzle que personne n'avait jamais osé compléter entièrement. Le détective, seul dans son bureau tard dans la nuit, sentait l'urgence qui montait. Pas celle d'une deadline officielle, mais celle d'un moment où la vérité pourrait s'échapper si elle n'était pas saisie au bon instant. Il relisait les rapports avec une intensité presque obsessionnelle. Chaque détail prenait une importance disproportionnée. Une mention d'un véhicule mal garé. Une heure approximative de passage d'un voisin. La couleur des rideaux dans une maison voisine. À première vue, ces détails étaient insignifiants. Mais lorsqu'ils étaient replacés dans la chronologie exacte des événements, ils formaient une cartographie subtile d'ombre et de silence, une cartographie qu'il fallait interpréter avec une précision chirurgicale. La ville, de son côté, commençait à ressentir à nouveau les frissons du passé. Les habitants les plus anciens avaient remarqué des mouvements inhabituels. Des policiers revenant dans des rues qu'ils pensaient oubliées, des visites répétées aux commerces fermés depuis longtemps, des questions posées avec insistance à ceux qui avaient disparu des radars depuis 20 ans. Ces signes, bien que silencieux, ranimaient la mémoire collective. Les souvenirs surgissaient dans des conversations anodines. « Tu te souviens de cette nuit-là » Chaque phrase ramenait un fragment oublié, une sensation presque effacée, mais toujours vivante dans l'inconscient. Le détective avait désormais une stratégie. Il ne cherchait plus uniquement la preuve matérielle. Il cherchait le rythme, le flux des événements, la cohérence dans le chaos apparent. Il savait que les témoins n'avaient pas forcément tout oublié, mais que leur perception avait été façonnée par le temps, par l'angoisse, par l'incertitude. Il devait lire entre les lignes, deviner les hésitations, percevoir les contradictions sans les provoquer. Les premières nuits, il avait douté de lui-même. Le poids de l'histoire, le souvenir de l'incompétence involontaire d'une époque révolue, tout cela créait une pression immense. Chaque pas en avant semblait fragile. Chaque hypothèse risquait d'être contredite par un document ancien. Et pourtant, quelque chose lui disait que le Cold Case n'était pas inaccessible. Que la vérité, bien que cachée, n'était pas disparue. Les témoignages recueillis récemment apportaient des nuances nouvelles. Des voisins parlaient de silhouettes vues au loin, de lumières inhabituelles, de conversations murmurées à travers les fenêtres. Rien de concret, rien de définitif. Mais lorsque l'on recoupe ces fragments, des motifs apparaissent. Des trajectoires, des comportements, des points de convergence. La victime n'était pas seule. Quelqu'un ou quelque chose l'accompagnait. Et ce détail, invisible à l'époque, commençait à dessiner une nouvelle perspective sur cette nuit fatidique. Le détective a également revisité les lieux de l'affaire. Certains étaient transformés, mais les traces du passé subsistaient dans la structure même des rues, dans la topographie des maisons, dans les clôtures qui séparaient encore les propriétés. Marcher sur ces terrains, observer les angles, sentir le vent qui passait exactement comme ce soir-là, lui donnait des intuitions qu'aucun rapport ne pouvait transmettre. Le Cold Case prenait forme sous ses yeux, non pas comme un simple dossier, mais comme une présence vivante, presque tangible. Les jours suivants, il a tenté d'identifier les absences et les présences oubliées. Des amis de l'époque, des employés, des connaissances lointaines. Tous avaient été mentionnés, mais jamais vraiment interrogés en profondeur. Certains avaient déménagé. D'autres avaient choisi le silence. Le détective savait que les années avaient changé les perceptions, mais elles n'avaient pas effacé les faits. Même les souvenirs altérés pouvaient contenir des fragments précieux. Et puis il y eut ce nom, murmuré à demi-mot, celui qui revenait dans plusieurs rapports, jamais central, toujours périphérique. Au début, il l'avait ignoré. Une coïncidence, pensait-il. Mais plus il recoupait les données, plus ce nom se transformait en fil conducteur. La présence de cette personne dans les environs, à différentes heures, semblait coïncider avec les événements. Pas une preuve directe. Pas une confession. Juste une récurrence, subtile mais persistante, qui attirait l'attention avec insistance. L'atmosphère au commissariat changeait. Les collègues commençaient à percevoir la tension qui émanait de ce travail. Certains s'en éloignaient, préférant rester sur des affaires plus classiques, moins obsédantes. D'autres observaient avec curiosité, fascinés par cette ténacité à poursuivre un mystère presque oublié. Le Cold Case devenait un symbole, un test pour ceux qui pensaient que le temps pouvait tout effacer. La ville, quant à elle, restait silencieuse, mais attentive. Les commerces, les passants, les rues désertes la nuit, tout semblait retenir son souffle. Les souvenirs collectifs commençaient à ressurgir. Des conversations interrompues, des gestes, des regards. Le passé s'infiltrait dans le présent. Et chaque détail, chaque anecdote,
chaque remarque anodine commençait à former un maillage de récits convergents. Le détective se sentait désormais en présence d'une vérité qui n'attendait qu'une confirmation. Il avait compris que l'affaire ne dépendait pas seulement des preuves matérielles, mais de la manière dont tous ces fragments, dispersés au fil des années, pouvaient être interprétés ensemble. La cohérence devenait la clé. Et cette cohérence, il la sentait approcher, comme un souffle derrière la porte, prêt à se révéler. Les semaines suivantes furent une course silencieuse contre le temps. Chaque nouvel élément, chaque recoupement, chaque observation pouvait changer la donne. La moindre erreur risquait de faire disparaître la piste la plus prometteuse. Mais l'excitation était palpable. Le cold case n'était plus une entité figée. Il respirait, il réagissait. Et dans cette respiration, il laissait entrevoir la possibilité d'une révélation prochaine. La tension montait, palpable dans chaque geste, chaque décision. Le détective savait qu'il approchait du point de rupture, où la patience et la prudence allaient devoir rencontrer le courage et la conviction. Le passé ne se laissait pas dompter facilement. Chaque pas en avant devait être calculé, chaque question posée avec soin, chaque document analysé avec une attention redoublée. Et dans cette ville qui semblait avoir oublié, le murmure de la vérité commençait à résonner à nouveau. Pas encore comme un cri, pas encore comme une révélation complète, mais comme un écho. Un écho qui disait « Le cold case de 1993 n'a jamais été clos. Il attend simplement le moment où la persistance et l'intuition suffiront à le libérer et à révéler enfin ce qui avait été caché pendant toutes ces années. » La persistance du détective commençait à porter ses fruits, mais elle ne se traduisait pas encore par une révélation directe. Chaque élément retrouvé, chaque témoignage recoupé, chaque document ancien analysé semblait former un réseau complexe, un labyrinthe d'indices discrets que seule une attention acharnée pouvait relier. Le cold case de 1993, longtemps figé, reprenait vie avec une intensité silencieuse mais indéniable, comme un souffle ancien qui reprend dans les ruines d'une maison abandonnée. Il revisita les lieux clés de l'affaire, parfois sous la pluie, parfois sous une chaleur suffocante, déterminé à percevoir ce que les rapports et les photos ne pouvaient révéler. Le terrain vague où la victime avait été vue pour la dernière fois, maintenant recouvert de nouvelles constructions, conservait cependant une mémoire invisible, dans la disposition des clôtures, les reliefs du sol, les angles des rues. Chaque observation, aussi insignifiante soit-elle, était notée, mesurée, comparée aux souvenirs enregistrés dans les dossiers. Des voisins, des commerçants, des passants occasionnels furent interrogés à nouveau. Beaucoup avaient changé d'adresse, certains étaient partis à l'étranger, mais d'autres étaient restés, fidèles à la ville malgré le poids du passé. Chacun offrait des fragments de souvenirs, hésitants, contradictoires, mais d'une valeur inestimable pour le détective. Il apprit à écouter non seulement les mots, mais aussi les silences, les hésitations, les non-dits, car dans un cold case, tout peut devenir un indice. Les jours et les nuits s'enchaînaient, parfois sans distinction. L'enquête devenait une immersion totale, presque obsédante. Les pensées du détective étaient constamment tournées vers cette nuit de 1993, vers ces détails qui avaient échappé à l'attention des premiers enquêteurs, vers ces fragments de vérité qui sommeillaient encore dans le passé. Il travaillait avec minutie, mais aussi avec intuition, car il savait que la logique seule ne suffisait pas à résoudre un mystère ancien. Une série de petits indices commença à se dessiner. Une photographie prise à la hâte, des annotations marginales sur un rapport, des trajets apparemment anodins mais répétés par certains témoins. Rien de spectaculaire, rien de définitif. Mais mis bout à bout, ces détails commençaient à suggérer une cohérence. Une silhouette se dessinait à travers le temps, non pas comme un portrait complet, mais comme une esquisse capable de révéler les contours d'une vérité plus vaste. Le détective prit conscience que cette affaire n'était pas seulement un cold case. C'était une fenêtre sur les dynamiques humaines, sur les peurs et les secrets de toute une communauté. Chaque habitant avait contribué, volontairement ou non, à tisser la toile de ce mystère. Certains avaient aidé sans le savoir, d'autres avaient caché des éléments essentiels. Et le temps, loin d'effacer, avait transformé ces interactions en énigmes délicates à déchiffrer. Dans le commissariat, la tension montait. Les collègues observaient le jeune détective avec une combinaison de scepticisme et d'admiration silencieuse. Certains craignaient de rouvrir un dossier ancien, de réveiller des blessures anciennes, de provoquer des accusations injustes. D'autres comprenaient instinctivement que le temps n'avait fait qu'accentuer la nécessité de résoudre cette affaire. Le cold case, après toutes ces années, exigeait encore une justice incomplète. Le détective fit appel à des experts modernes pour examiner certaines preuves matérielles. Les techniques de l'époque avaient été limitées, mais la technologie actuelle permettait de revisiter des objets, des traces, des photographies avec une précision inédite. Chaque analyse offrait une nouvelle perspective, un nouvel angle d'approche. Rien ne garantissait une solution, mais chaque résultat, même mineur,
contribuait à renforcer la cohérence de l'ensemble. Les témoins récents apportaient également des informations inattendues. Une phrase oubliée, un détail insignifiant, une observation anodine pouvait tout changer. Le détective savait que le temps altère les souvenirs, mais il savait aussi qu'il offre parfois la clarté nécessaire pour révéler ce qui avait été dissimulé par la peur ou l'ignorance. Chaque conversation était un acte de patience, un travail de précision, une tentative de reconstruire le puzzle du passé. La ville, silencieuse et apparemment tranquille, commençait à ressentir les répercussions de cette investigation renouvelée. Les regards se faisaient plus attentifs, les conversations plus prudentes. Les habitants savaient instinctivement qu'un souffle du passé circulait à nouveau. Le cold case de 1993 n'était plus seulement une histoire ancienne. Il redevenait une présence, une tension diffuse dans l'air, une question suspendue que personne n'osait poser tout haut. Le détective sentit que quelque chose se rapprochait. Pas une révélation dramatique, pas encore, mais un alignement des indices qui laissait entrevoir une possibilité. Les trajectoires se croisaient, les contradictions se clarifiaient, les silences commençaient à parler. Il savait que le moment crucial approchait, celui où chaque élément dispersé pourrait se rejoindre pour former un récit cohérent. Les nuits de veille se succédaient, rythmées par le bruissement des pages, le cliquetis des claviers, les appels téléphoniques prudents aux témoins éloignés. La fatigue s'accumulait, mais la concentration restait intacte. Le détective avait compris que le cold case n'était pas seulement une affaire policière. C'était un défi pour la mémoire, pour l'intuition, pour la capacité à relier les fragments du passé. Et tandis que les jours passaient, un motif subtil émergeait. Un comportement répété, un trajet, une coïncidence qui, isolée, semblait banale, mais qui, combinée aux autres indices, prenait un sens inquiétant. Le détective commençait à sentir la silhouette de la vérité derrière le voile des années. Elle n'était pas encore entièrement visible, mais elle existait. Et cette existence, palpable mais insaisissable, était suffisante pour maintenir la tension, l'obsession, la nécessité d'aller plus loin. La ville continuait sa vie quotidienne, ignorante du processus silencieux qui se déroulait dans les bureaux du commissariat et dans les rues où le passé laissait ses traces. Mais le cold case respirait à nouveau. Il ne demandait pas seulement justice pour la victime. Il exigeait la reconnaissance du temps écoulé, de la mémoire altérée, de l'ombre persistante d'une nuit qui n'avait jamais été oubliée. Le détective savait qu'il approchait d'un moment décisif. Chaque élément rassemblé, chaque témoignage réinterprété, chaque preuve réexaminée, l'amenait à un seuil où la vérité pourrait enfin émerger. Et même si personne ne pouvait prédire ce que cette vérité révélerait, il était certain d'une chose. Le cold case de 1993 n'était pas un simple vestige du passé. C'était une force vivante, une énigme qui refusait de mourir, une présence que personne ne pouvait ignorer plus longtemps. La tension qui régnait désormais dans le commissariat se faisait sentir jusque dans les rues de la ville. Les habitants, sans comprendre vraiment pourquoi, avaient l'impression que quelque chose de lourd flottait dans l'air. Ce n'était pas un événement concret, pas un fait tangible, mais plutôt une présence persistante, un écho du passé qui refusait de s'éteindre. Le cold case de 1993, bien que classé depuis des décennies, avait repris vie avec une intensité étrange, comme si chaque pierre, chaque ruelle, chaque maison conservait encore la mémoire de cette nuit fatidique. Le détective savait qu'il devait agir avec une précision extrême. Chaque erreur, chaque approximation pouvait faire disparaître les indices les plus ténus. Il relisait sans cesse les anciens rapports, comparait les versions, notait les contradictions. Tout ce qu'on avait cru secondaire à l'époque devenait désormais central. La patience et l'attention aux détails étaient devenues ses armes principales. Il comprenait mieux que quiconque que dans un cold case, le temps n'efface rien, il transforme simplement la manière dont la vérité se révèle. Une série de petits indices commença à se dégager du chaos apparent. Des horaires mal notés, des trajets de témoins légèrement différents, des impressions fugaces relatées dans les rapports originaux. Individuellement, rien ne semblait significatif. Mais ensemble, ces fragments formaient une structure subtile, une logique que seul un esprit attentif pouvait discerner. Le détective commençait à visualiser une trame invisible reliant tous les événements de cette nuit, une trame que personne n'avait vue auparavant. Les interactions avec les témoins devinrent cruciales. Certains d'entre eux, qui s'étaient tus depuis des années, semblaient maintenant prêts à parler. Le temps, paradoxalement, avait rendu certaines mémoires plus franches, moins soumises à la peur ou à la pression sociale. Les détails surgissaient par bribes, parfois contradictoires, mais toujours révélateurs. Le détective apprit à écouter non seulement ce qui était dit, mais aussi ce qui était tu, les silences et les hésitations. Ces vides portaient un poids énorme dans la reconstruction de la vérité. La ville elle-même semblait collaborer à cette résurgence. Des lieux inchangés depuis 1993 conservaient une atmosphère étrange,
comme si le passé s'y était figé. Des anciens voisins, des commerçants, des passants qui avaient été témoins indirects des événements se souvenaient encore de détails oubliés, comme si l'ombre de cette nuit hantait toujours leur mémoire. Même les plus jeunes, qui n'avaient pas vécu ces événements, percevaient cette tension latente et étaient frappés par la gravité qui émanait de certains lieux. Le détective, conscient de l'importance de chaque détail, commença à dresser des cartes chronologiques et géographiques plus précises que jamais. Chaque déplacement, chaque observation, chaque signe minuscule était placé dans un schéma complexe. Le cold case prenait la forme d'un réseau vivant, une architecture invisible que seule la patience et la persévérance pouvaient révéler. Et à mesure que le réseau se dessinait, un motif inquiétant apparaissait, une présence récurrente, toujours à la périphérie, jamais au centre, mais suffisamment constante pour éveiller les soupçons. Cette présence, encore mystérieuse, devint le fil conducteur de l'enquête. Le détective comprit qu'elle n'était pas un suspect unique, mais plutôt un point de convergence de plusieurs événements. Une silhouette qui semblait orchestrer ou au moins surveiller les mouvements de la victime et des témoins. Elle n'était jamais directement impliquée, mais elle laissait une empreinte subtile, une influence silencieuse sur le déroulement des événements. Le détective savait que comprendre cette présence serait la clé pour révéler la vérité. Les nuits de travail étaient longues et solitaires. Le détective passait des heures à analyser des documents, à recouper des témoignages, à revisiter mentalement chaque scène. La fatigue physique n'avait pas d'importance. Seule comptait la clarté mentale, la capacité à percevoir les liens cachés entre des éléments apparemment disparates. Chaque indice devait être validé, chaque hypothèse testée, chaque contradiction examinée sous tous les angles. Le cold case n'était pas simplement une enquête. C'était un exercice de patience, de perspicacité et d'intuition. Les résultats des nouvelles analyses scientifiques commencèrent à arriver. Des techniques qui n'existaient pas en 1993 permettaient désormais d'examiner les preuves avec une précision inédite. Des objets, des traces, des photos longtemps considérées comme inutiles révélaient maintenant des informations inédites. Chaque nouvelle donnée renforçait la cohérence des indices accumulés depuis des mois, et le détective sentait que le cold case se rapprochait d'une révélation possible. Pourtant, malgré tous ces progrès, l'affaire restait fragile. Une seule erreur, un mauvais recoupement, une interprétation hâtive, et toute la reconstruction pourrait s'effondrer. Le détective savait qu'il devait avancer avec prudence, mais aussi avec détermination. Le cold case n'attendait pas seulement la patience. Il exigeait la précision, la vigilance et le courage de confronter des vérités parfois dérangeantes. Dans la ville, certains habitants commencèrent à remarquer des changements subtils. Des policiers revenaient dans des rues autrefois oubliées, interrogeant à nouveau des témoins de longue date. Les conversations dans les cafés et les magasins se faisaient plus prudentes, plus mesurées. Les gens savaient que le passé était en train de ressurgir, qu'un secret ancien était sur le point d'être révélé. Même sans comprendre pleinement la situation, ils percevaient l'ombre du cold case qui planait à nouveau sur la ville. Le détective, de son côté, commençait à sentir la convergence des indices. Les trajectoires des témoins, les comportements répétitifs, les anomalies dans les documents et les preuves matérielles, tout semblait se rejoindre. Il n'avait pas encore de réponse définitive, mais la silhouette d'une solution commençait à apparaître dans son esprit. Il savait que le moment décisif approchait, celui où chaque élément dispersé pourrait enfin former un récit cohérent. La tension était palpable, presque physique, dans les couloirs du commissariat et dans les rues de la ville. Le passé et le présent se superposaient, chaque détail dormant attendant d'être réveillé. Le cold case de 1993 n'était plus simplement un dossier ancien. Il était une force vivante, un mystère qui refusait de se dissoudre dans le temps et qui continuait de hanter tous ceux qui avaient été impliqués, directement ou indirectement. Le détective savait que la vérité approchait. Chaque heure passée à analyser, chaque conversation menée, chaque document étudié rapprochait l'enquête du moment où le voile pourrait enfin se lever. Et même si la révélation complète n'était pas encore là, le simple fait de sentir sa présence imminente renforçait l'intensité de la quête. Le cold case respirait, attendait, et bientôt, il ne pourrait plus être ignoré. L'enquête avait maintenant atteint un point de tension où chaque geste, chaque mot, chaque document pouvait devenir crucial. Le cold case de 1993, classé depuis des années, s'était transformé en un réseau complexe d'indices et de silences, un labyrinthe de mémoire où le moindre détail oublié pouvait éclairer des décennies d'incertitude. Le détective sentait cette pression dans ses os, une force subtile mais persistante qui le poussait à ne rien laisser passer, à examiner chaque élément comme s'il contenait la clé de toute l'affaire. Il retourna sur les lieux originaux, observant attentivement les maisons, les rues, les bâtiments, essayant de percevoir le monde tel qu'il était cette nuit-là. Même si la ville avait changé, les lignes de vue, les reliefs du terrain, les coins ombragés conservaient une mémoire invisible.
Marcher à travers ces lieux lui permettait de sentir les événements, d'entendre mentalement les bruits de cette nuit, les voix, les pas, les cris qui avaient été étouffés par le temps. Chaque détail semblait murmurer, offrir un indice subtil à celui qui savait écouter. Les témoignages, eux, devenaient de plus en plus cruciaux. Le détective avait appris à discerner les fragments de vérité dans les récits fragmentés, les souvenirs altérés, les hésitations. Chaque silence, chaque omission, chaque phrase incomplète contenait un poids qu'il fallait interpréter. Les témoins, qu'ils aient été proches ou périphériques, avaient tous contribué à une toile de mémoire que seul un esprit attentif pouvait lire correctement. Petit à petit, un motif commençait à émerger. Des trajectoires répétitives, des comportements constants, des signes subtils mais persistants. Une silhouette apparaissait à travers les années, toujours périphérique, jamais directement impliquée, mais omniprésente. Le détective savait que ce n'était pas un suspect au sens classique, mais plutôt une influence, une force qui avait façonné le cours des événements sans être pleinement visible. Comprendre cette présence devenait essentiel pour reconstruire la vérité. Les nuits passées à relire les rapports, analyser les photos, comparer les témoignages et revisiter les lieux avaient laissé leur empreinte. La fatigue était intense, mais la concentration restait intacte. Chaque document, chaque note, chaque annotation pouvait contenir un fragment d'information qui ferait basculer l'affaire. Le détective travaillait avec patience, mais aussi avec une intuition aiguisée par l'expérience et la persévérance. Il savait que dans un cold case, le temps ne détruit pas la vérité, il la transforme, la cache sous des couches subtiles qu'il fallait savoir interpréter. Les analyses scientifiques modernes commencèrent à produire des résultats intéressants. Des preuves matérielles longtemps considérées comme insignifiantes révélaient maintenant des informations inédites. Une photo prise à la hâte, un objet retrouvé sur le lieu d'un incident, des traces minimes sur des surfaces autrefois inaccessibles. Tout cela prenait un sens nouveau. Chaque résultat renforçait la cohérence des indices accumulés depuis des mois, et le détective sentait que le cold case se rapprochait d'une révélation possible. Pourtant, l'affaire restait fragile. Une seule erreur, un mauvais recoupement, une interprétation hâtive, et tout pouvait s'effondrer. Le détective avançait avec prudence, mais aussi avec détermination. Il savait que le cold case n'attendait pas seulement la patience. Il exigeait la précision, la vigilance et le courage de confronter des vérités dérangeantes, parfois cachées derrière des années de silence. Dans la ville, le passé semblait se réveiller. Les habitants, anciens et nouveaux, percevaient une tension diffuse, un souffle du passé qui circulait à nouveau dans les rues. Les commerces, les ruelles, les parcs semblaient conserver l'ombre de cette nuit fatidique, et chacun, consciemment ou non, réagissait à cette présence invisible. Le cold case n'était plus un simple dossier de commissariat. Il était devenu une force vivante, capable de réveiller les souvenirs endormis et de rappeler que certaines vérités refusent de mourir. Le détective commençait à entrevoir une convergence. Les trajectoires des témoins, les comportements répétitifs, les anomalies dans les documents et les preuves matérielles, tout se rejoignait. Il n'avait pas encore de preuves définitives, mais la silhouette d'une solution apparaissait lentement, un schéma que seule la patience et l'intuition pouvaient révéler. La vérité n'était pas encore là, mais elle existait quelque part, prête à émerger. Les nuits de veille continuaient, rythmées par le bruissement des pages, le cliquetis des claviers et les appels prudents aux témoins éloignés. Chaque heure rapprochait le détective de la possibilité d'une percée, mais elle imposait également de la prudence. Le moindre faux pas pourrait compromettre toutes les découvertes accumulées. Chaque action devait être mesurée, chaque mot pesé, chaque indice validé avant d'être intégré à la trame globale. La ville, silencieuse mais attentive, commençait à sentir la résurgence du passé. Les habitants percevaient des mouvements inhabituels, des présences inattendues, des questions posées à nouveau sur des événements que certains croyaient oubliés. La tension collective augmentait sans que personne ne puisse expliquer précisément pourquoi. Le cold case, longtemps enterré sous la poussière des années, respirait à nouveau. Le détective, conscient de l'imminence de la révélation, continuait à assembler les fragments. Chaque nouveau témoignage, chaque relecture d'un ancien rapport, chaque analyse scientifique renforçait la cohérence de l'ensemble. Le cold case n'était plus seulement une enquête. C'était un puzzle vivant, un défi pour la mémoire et pour l'intuition, une épreuve pour comprendre non seulement les faits, mais aussi les forces humaines et les secrets qui avaient façonné cette nuit de 1993. Et tandis que le temps avançait, le détective sentait que la convergence était proche. Chaque élément accumulé, chaque piste explorée, chaque témoignage recoupé préparait le terrain pour le moment où la vérité, enfin, pourrait émerger. Le cold case n'était pas seulement un vestige du passé. C'était une force vivante, insaisissable, qui continuait de hanter la ville et de réclamer justice, même après tant d'années. Le suspense montait à chaque instant. La ville elle-même semblait retenir son souffle,
consciente que quelque chose d'important se préparait. Le col de case, longtemps silencieux, imposait sa présence à nouveau, comme un souffle ancien prêt à éclore. Et le détective, seul mais déterminé, savait que la patience, la précision et la persévérance allaient bientôt dévoiler ce que le temps avait tenté de cacher. Le rythme de l'enquête s'intensifiait, chaque jour apportant son lot de découvertes, mais aussi de tensions. Le col de case de 1993 ne se contentait plus de rester dans les dossiers poussiéreux. Il circulait dans chaque couloir du commissariat, dans chaque ruelle de la ville, dans chaque mémoire encore vivante. Les détails qui avaient été négligés ou ignorés dans les années passées prenaient maintenant une signification inattendue. Le détective, concentré, savait qu'il approchait d'un seuil où tout pouvait basculer, où une seule observation pouvait tout révéler ou tout compromettre. Il retourna sur les lieux d'origine avec une minutie nouvelle. Les maisons avaient changé, les rues étaient remodelées, mais l'essence des lieux demeurait. Il marchait dans les ombres de cette nuit lointaine, imaginant le passage de la victime, la progression des témoins, les angles morts où des gestes avaient été faits et oubliés. Ces reconstitutions mentales, combinées à la lecture attentive des rapports originaux, lui permettaient de voir des liens qui, auparavant, semblaient invisibles. Chaque pas dans la ville devenait une investigation en soi. Les témoins contactés récemment apportaient un souffle nouveau à l'affaire. Certains se souvenaient de fragments qu'ils avaient occultés par peur ou par indifférence à l'époque. D'autres, longtemps silencieux, livraient des détails à demi-mot, mais suffisamment précis pour ouvrir de nouvelles perspectives. Le détective apprit à lire les non-dits, à interpréter les hésitations et les silences. Chaque omission, chaque pause dans un récit pouvait contenir une clé de compréhension. Dans ce cold case, les mots non prononcés pesaient autant que les confessions. La ville elle-même semblait reprendre conscience du passé. Les habitants anciens ressentaient cette présence invisible. Les lieux familiers, cafés, parcs, magasins, étaient désormais chargés d'une tension sourde, un écho de ce qui s'était déroulé il y a tant d'années. Même ceux qui n'avaient pas vécu directement cette nuit sentaient que quelque chose avait changé, qu'un secret profond était sur le point d'être révélé. Le cold case n'était plus seulement un dossier policier. Il était devenu une atmosphère, une tension collective, presque palpable. Le détective commença à repérer des motifs récurrents dans les trajets et les comportements. Des détails qui semblaient aléatoires ou insignifiants à l'époque commençaient à former un schéma. Une silhouette, souvent périphérique mais toujours présente, apparaissait dans plusieurs observations. Ce n'était pas un suspect dans le sens classique du terme, mais plutôt une force silencieuse qui avait influencé les événements, laissés dans l'ombre par le temps et l'inattention. Comprendre cette présence devenait essentiel pour relier les fragments épars de la vérité. Les nuits de travail s'allongeaient, mais la fatigue n'affaiblissait pas la concentration. Les documents étaient relus, les témoignages réinterprétés, les preuves matérielles analysées à nouveau. Chaque détail avait le potentiel de révéler la cohérence cachée derrière le chaos apparent. Le détective savait que la clé du cold case ne résidait pas seulement dans la collecte d'indices, mais dans la capacité à percevoir le lien subtil entre tous ces fragments. La science moderne jouait désormais un rôle déterminant. Des analyses ADN, des examens photographiques de haute précision, des techniques de datation et de localisation, tout cela permettait de revisiter des éléments jadis jugés inutiles. Des objets autrefois anodins révélaient maintenant des informations cruciales. Chaque résultat renforçait la possibilité d'assembler un récit cohérent, mais imposait aussi de la prudence. Un faux pas pourrait compromettre toute la reconstruction. Dans le commissariat, l'atmosphère changeait. Les collègues, d'abord sceptiques, commençaient à percevoir la tension et l'importance de la réouverture de l'affaire. Certains regardaient le détective avec une combinaison de méfiance et d'admiration silencieuse. Le cold case n'était plus seulement un vieux dossier. Il devenait un test pour comprendre comment le temps et la mémoire façonnent la vérité, et comment persévérance et intuition peuvent révéler ce qui semblait perdu. La convergence des indices était maintenant tangible. Les trajectoires des témoins, les incohérences dans les documents, les preuves matérielles analysées avec des méthodes modernes, tout commençait à s'aligner. La silhouette de la vérité émergeait lentement à l'horizon, et le détective savait que le moment décisif approchait. La révélation n'était pas encore là, mais sa présence imminente se faisait sentir dans chaque observation, chaque détail et chaque interaction. Le passé et le présent se superposaient dans chaque rue, chaque bâtiment, chaque parcelle de mémoire. La ville elle-même semblait retenir son souffle. Le cold case de 1993 ne pouvait plus être ignoré. Il exigeait d'être confronté, compris, déchiffré. Le détective, seul mais déterminé, sentait la force de ce dossier, une présence invisible mais indéniable qui l'appelait à la patience, à la rigueur et à l'intuition. Les heures passaient, chaque nouvelle information ajoutant une pièce au puzzle complexe. Les témoins, les preuves et les analyses commençaient à créer un maillage cohérent,
révélant une trame que personne n'avait perçue auparavant. La tension montait, l'urgence était palpable, mais le détective savait qu'il ne fallait pas précipiter la conclusion. La vérité devait émerger intacte, solide, incontestable. La ville, silencieuse et attentive, semblait elle aussi ressentir cette intensité. Les habitants, même ceux qui n'avaient pas été directement impliqués, percevaient l'éveil du passé, la force d'un secret ancien sur le point d'être révélé. Le cold case n'était plus seulement un vestige du passé. Il était devenu un acteur invisible, une présence vivante qui exigeait d'être confrontée et comprise. Le détective sentait que chaque indice accumulé rapprochait l'enquête du moment crucial. Les fragments dispersés depuis des décennies commençaient à s'assembler dans une image cohérente. La patience, la précision et l'intuition, combinées aux outils modernes et à la persévérance humaine, laissaient entrevoir la possibilité d'une percée imminente. Le cold case respirait à nouveau, prêt à livrer ses secrets, mais seulement à celui qui savait écouter attentivement, observer patiemment et relier les pièces avec courage et rigueur. Et alors que la nuit tombait sur la ville, silencieuse mais pleine de souvenirs, le détective savait que le moment approche où chaque indice, chaque témoignage et chaque preuve convergeraient enfin. Le cold case de 1993 n'était plus simplement un dossier. Il était une présence, une force silencieuse qui continuait de hanter la ville et d'attendre que la vérité soit révélée, enfin, après toutes ces années. La tension atteignait un niveau presque palpable. Le cold case de 1993, autrefois oublié dans les archives, s'était transformé en une entité vivante qui dominait chaque pensée, chaque geste, chaque instant du détective. Chaque document relu, chaque témoignage revisité, chaque détail matériel analysé semblait résonner avec une force insoupçonnée. La ville entière, bien qu'ignorante des méthodes exactes de l'enquête, percevait quelque chose dans l'air, un frisson latent, comme si le passé lui-même revenait hanter les rues et les habitants. Le détective revisita les lieux d'origine avec une minutie obsessionnelle. Les bâtiments avaient changé, mais les angles de vue, les reliefs du sol et les vestiges du paysage urbain conservaient une mémoire que seuls ceux capables de percevoir les détails pouvaient comprendre. Chaque ruelle, chaque parcelle d'ombre semblait murmurer des indices enfouis depuis des décennies. Il marchait lentement, reproduisant mentalement les déplacements de la victime et des témoins, reconstituant les événements avec une précision quasi chirurgicale. Les témoins, certains depuis longtemps silencieux, apportaient maintenant des bribes d'informations nouvelles. Des détails qu'ils avaient jugés insignifiants ou qu'ils avaient volontairement omis commençaient à former un motif. Les hésitations, les silences, les demi-mots prenaient un poids immense. Dans un cold case, ce qui n'est pas dit peut être tout aussi révélateur que ce qui est exprimé. Le détective apprenait à lire ces non-dits comme des fragments de vérité, des indices subtils mais essentiels pour assembler la mosaïque complexe de cette affaire. La ville elle-même semblait participer à cette résurgence. Les habitants les plus anciens sentaient la présence de cette tension invisible, et même ceux qui n'avaient pas été témoins directs de la nuit fatale percevaient un changement subtil. Les rues, les cafés, les magasins et les parcs étaient empreints d'une atmosphère chargée, comme si les lieux conservaient la mémoire de cette nuit. Les habitants, qui le veuillent ou non, étaient happés par l'ombre du cold case, par la force silencieuse d'un secret enfoui depuis 30 ans. Petit à petit, un schéma commençait à émerger à travers les fragments d'informations. Des comportements répétitifs, des trajectoires croisées, des événements périphériques mais constants, tout semblait former une trame invisible. Une silhouette récurrente apparaissait, jamais au centre mais toujours à proximité, une force silencieuse qui avait influencé la chaîne des événements. Ce n'était pas un suspect traditionnel, mais la reconnaissance de cette présence devenait essentielle pour comprendre le déroulement de la nuit fatidique. Le détective passait des heures dans son bureau, entouré de dossiers, de photographies, de cartes et de notes. Chaque élément, aussi minime soit-il, devait être interprété avec précision. Les analyses scientifiques modernes offraient de nouvelles perspectives. Traces ADN, examens photographiques détaillés, relevés topographiques. Des objets autrefois insignifiants révélaient désormais des indices cruciaux. Chaque résultat contribuait à renforcer le puzzle, mais imposait également prudence et méthodologie. Une erreur pouvait compromettre l'ensemble de l'édifice reconstruit avec tant de minutie. L'atmosphère au commissariat changeait progressivement. Les collègues, initialement sceptiques, commençaient à percevoir l'importance de cette réouverture. Certains regardaient le détective avec respect et une fascination mêlée de crainte. Le cold case n'était plus un simple dossier, mais un défi à la mémoire, à l'intuition et à la patience humaine. L'enquête ne consistait pas seulement à identifier un coupable, mais à comprendre la dynamique complexe des événements, des témoins et des secrets de la communauté. Les nuits de travail s'allongeaient, souvent jusqu'à l'aube. Le détective jonglait entre documents, analyses, témoignages et visites sur le terrain. Chaque pièce retrouvée, chaque souvenir évoqué, chaque trace analysée contribuait à révéler une cohérence invisible.
Le cold case devenait un puzzle vivant, chaque élément trouvant sa place dans une architecture qui n'existait que dans l'esprit de celui capable de relier toutes les pièces. Les jours qui suivaient amenèrent de nouvelles découvertes. Un témoignage oublié, une photo négligée, un objet réexaminé, tous contribuaient à une perception plus complète de la vérité. La silhouette récurrente, toujours périphérique mais présente, commençait à se dessiner avec plus de clarté. Le détective savait qu'il approchait du moment crucial, celui où chaque fragment dispersé depuis des décennies pourrait enfin converger en un récit cohérent et incontestable. La ville continuait sa vie quotidienne, mais la tension latente augmentait. Les habitants sentaient que quelque chose se préparait, que le passé revenait en force. Le cold case n'était plus un simple dossier policier, il était devenu une force silencieuse, omniprésente, qui imposait sa présence dans les conversations, les souvenirs et les lieux de la ville. Chaque élément, chaque observation, chaque témoignage était une pièce du puzzle invisible. Le détective sentait que le moment décisif approchait. Chaque indice accumulé, chaque observation répétée, chaque recoupement d'informations rapprochait l'enquête d'une révélation imminente. La patience, la rigueur et l'intuition se combinaient pour créer un flux de compréhension qui rendait la vérité de plus en plus tangible. Le cold case respirait à nouveau, prêt à livrer ses secrets, mais seulement à celui capable de percevoir la cohérence cachée derrière le chaos apparent. Alors que la nuit tombait sur la ville, chaque ombre semblait rappeler le poids du passé. Le détective savait que tout pouvait basculer à tout moment. Un témoignage, une découverte, une analyse pouvaient tout transformer. Le cold case de 1993 n'était plus seulement un mystère ancien, il était une présence vivante qui exigeait d'être confrontée. Et le détective, déterminé et patient, sentait que la convergence de tous les indices était proche, que le voile sur la vérité allait bientôt être levé, révélant ce que le temps avait tenté de dissimuler pendant 3 décennies. L'aube se levait sur la ville avec une lumière froide, presque clinique, qui éclairait chaque rue, chaque maison, chaque parcelle de mémoire laissée par la nuit fatidique de 1993. Le cold case, longtemps enterré sous la poussière des dossiers et des souvenirs, reprenait vie avec une intensité silencieuse mais implacable. Le détective, épuisé mais déterminé, savait que le moment décisif approchait. La convergence de toutes les pistes, de tous les fragments éparpillés depuis 30 ans, allait bientôt révéler une vérité qui, jusqu'ici, avait résisté au temps et à l'oubli. Chaque élément de l'enquête semblait s'aligner avec une précision inquiétante. Les trajectoires des témoins, les observations périphériques, les indices matériels soigneusement recoupés, tout commençait à former un schéma cohérent. La silhouette récurrente, jusqu'ici mystérieuse et périphérique, se dessinait maintenant avec une clarté inquiétante. Elle n'était pas seulement un spectateur silencieux des événements, mais une force invisible qui avait orchestré ou influencé la chaîne d'incidents de cette nuit fatidique. La compréhension de cette présence devenait cruciale pour reconstituer le déroulement complet de l'affaire. Le détective revit mentalement chaque scène, chaque rue, chaque conversation. Les heures passées à interroger les témoins, à analyser les documents, à examiner les preuves avec les technologies modernes commençaient à porter leurs fruits. Même les détails les plus insignifiants prenaient un sens. Une phrase oubliée, un regard furtif, un objet déplacé. Tout s'imbriquait désormais dans un récit invisible mais solide, un réseau complexe de relations et d'événements qui formait le squelette de la vérité. La ville elle-même semblait participer à cette renaissance du passé. Les habitants, même les plus jeunes qui n'avaient pas connu cette nuit, percevaient une tension étrange dans l'air. Les rues, les bâtiments et les parcs portaient encore l'empreinte des événements, et les habitants ressentaient instinctivement que quelque chose de longuement caché allait être révélé. Le cold case n'était plus seulement un dossier dans un bureau, il était devenu une présence vivante, un souffle invisible qui traversait la ville, rappelant à chacun que certaines vérités refusent de mourir. Les témoins clés, longtemps silencieux ou oubliés, se faisaient entendre avec des détails nouveaux ou redécouverts. Le détective savait que chaque mot comptait, chaque hésitation pouvait révéler une information capitale. Il écoutait attentivement les silences, interprétait les pauses, reliait les incohérences. Dans un cold case, tout ce qui est omis peut être aussi révélateur que ce qui est dit. La vérité se cache souvent dans les zones d'ombre, dans les mots que l'on n'ose pas prononcer et dans les gestes que l'on pense anodins. La technologie moderne continuait de jouer un rôle déterminant. Les preuves matérielles, les analyses ADN et les examens photographiques révélaient des détails insoupçonnés. Une trace autrefois jugée insignifiante, une photo mal développée, un objet poussiéreux pouvait maintenant fournir une information décisive. Chaque découverte rapprochait le détective d'une image cohérente de ce qui s'était réellement passé cette nuit de 1993. Le commissariat était chargé d'une tension presque palpable. Les collègues, au départ sceptiques, commençaient à percevoir l'ampleur et l'importance de cette réouverture. Le cold case n'était plus un simple dossier, il était un défi pour l'intuition, pour la mémoire et pour la persévérance humaine.
Chaque détail, chaque témoignage et chaque preuve matérielle contribuaient à construire un récit que seule une observation méticuleuse pouvait révéler. Le détective se concentra sur la convergence finale. Les fragments dispersés depuis des décennies se rejoignaient progressivement pour former un ensemble cohérent. La silhouette récurrente, jusqu'ici périphérique, prenait enfin une place dans l'histoire complète. Les indices, les contradictions, les silences et les témoignages s'imbriquaient dans un schéma qui rendait désormais la vérité inéluctable. Les nuits passées à étudier chaque dossier, à revisiter les lieux, à interroger les témoins et à analyser les preuves avaient créé une tension presque insoutenable. Le détective savait que le cold case n'était pas simplement une question de trouver un coupable, mais de comprendre l'ensemble des forces et influences qui avaient façonné cette nuit. Le temps avait caché, détourné et complexifié la vérité, mais la patience et la perspicacité pouvaient maintenant lever le voile. La ville, silencieuse et attentive, semblait ressentir cette imminence. Les habitants percevaient que quelque chose d'important allait être révélé, que le passé revenait avec force pour réclamer justice. Le cold case, longtemps endormi, était redevenu une présence vivante et exigeante. Il n'attendait pas seulement une résolution juridique, mais une reconnaissance du temps écoulé, de la mémoire altérée, et des secrets qui avaient façonné la communauté pendant 30 ans. Enfin, la convergence était presque complète. Le détective pouvait voir le contour de la vérité. Chaque indice, chaque témoignage, chaque analyse se rejoignait pour former un récit qui n'avait jamais été raconté dans sa totalité. Le cold case n'était plus un mystère intangible, il était devenu une structure vivante, un ensemble de forces et de secrets qui exigeaient d'être compris et confrontés. Alors que l'aube continuait à éclairer la ville, le détective ressentit que le moment crucial approchait. La révélation ultime n'était pas encore là, mais elle existait, prête à émerger. Le cold case de 1993 avait résisté aux années, aux oublis et au silence, mais il ne pouvait plus rester caché. La patience, la rigueur et l'intuition du détective avaient permis de rassembler chaque fragment dispersé, chaque indice caché, et bientôt, le voile allait se lever pour révéler la vérité, après 30 ans d'attente et de mystère. La ville entière était désormais suspendue à cette enquête silencieuse. Les habitants, les témoins, les policiers eux-mêmes, tous étaient imprégnés par la tension et l'anticipation de ce qui allait être révélé. Le cold case n'était plus seulement un vestige du passé, il était devenu une force vivante, exigeante et incontournable, une présence qui rappelait que certaines vérités ne meurent jamais et que la justice, même après des décennies, finit par se manifester. Le détective, épuisé mais vigilant, savait que chaque seconde comptait. La vérité, enfouie depuis si longtemps, était désormais à portée de main. La convergence des indices, des témoins, des preuves et des analyses scientifiques créait enfin un récit cohérent. Le cold case de 1993 allait bientôt livrer ses secrets, mettant fin à une longue période d'incertitude et révélant, pour la première fois depuis 30 ans, l'intégralité de cette nuit fatale et les forces qui l'avaient façonnée. La lumière du matin baignait la ville d'une clarté crue, révélant chaque imperfection, chaque cicatrice laissée par les années sur les bâtiments et les rues. Le cold case de 1993, longtemps oublié dans les archives, flottait désormais comme une ombre persistante au-dessus de chaque recoin. Le détective, debout à son bureau encombré de dossiers, de photos et de notes manuscrites, sentait la gravité de ce moment. Chaque seconde, chaque respiration semblait chargée de la mémoire de cette nuit fatale, et il savait que chaque décision prise maintenant pourrait transformer des décennies d'incertitude en vérité tangible. Il relut pour la 100e fois les anciens rapports, mais cette fois avec un œil nouveau, affûté par des années de réflexion et d'expérience. Les contradictions apparentes entre les témoignages prenaient un sens. Les lacunes dans les dossiers n'étaient plus des erreurs, mais des points de connexion qu'il fallait comprendre. Il voyait maintenant un schéma, un réseau invisible où chaque détail avait sa place, où chaque oubli devenait révélateur. Le cold case n'était plus un simple dossier. Il était un puzzle complexe, vivant, qui se révélait seulement à ceux capables de percevoir les liens cachés. Les analyses scientifiques récentes ajoutaient de nouvelles pièces au puzzle. Les objets, auparavant jugés insignifiants, révélaient des traces invisibles, des empreintes microscopiques, des fibres, des résidus que la technologie moderne permettait enfin de détecter. Les tests ADN, les examens photographiques détaillés et les relevés topographiques donnaient une dimension nouvelle aux preuves, transformant ce qui semblait autrefois banal en indices cruciaux. Chaque découverte rapprochait le détective d'une compréhension globale de cette nuit fatale, et chaque avancée augmentait la tension, car l'affaire approchait de sa révélation finale. Le détective se rendit sur les lieux d'origine, marchant dans les rues encore imprégnées des souvenirs de cette nuit. Les bâtiments avaient changé, les commerces avaient disparu ou avaient été remodelés, mais les lieux conservaient une mémoire silencieuse. Il essayait de ressentir les déplacements de la victime et des témoins, de visualiser les gestes, les regards et les moments de panique qui avaient marqué cette nuit. Chaque angle,
Chaque coin d'ombre semblait contenir une trace, un vestige du passé, et le détective s'efforçait de les relier pour reconstruire la scène dans son intégralité. Les témoins étaient de plus en plus essentiels. Certains, longtemps réticents, révélaient des fragments oubliés de mémoire, des détails qu'ils avaient omis par peur ou par distraction. D'autres, qui avaient cru se souvenir clairement, se rendaient compte que leur souvenir était incomplet, mais chaque correction ou précision offrait un nouvel éclairage. Le détective avait appris à interpréter les silences et les hésitations, à lire entre les mots et à considérer les gestes comme des indices silencieux. Dans ce cold case, la vérité se cachait autant dans ce qui n'était pas dit que dans ce qui était exprimé. La ville elle-même semblait réagir à cette tension latente. Les habitants plus âgés, témoins ou proches des événements, ressentaient une présence invisible, comme si le passé revenait hanter les rues et les bâtiments. Même ceux qui n'avaient pas vécu cette nuit fatale percevaient un changement subtil dans l'atmosphère, une intensité dans l'air, un rappel silencieux que certaines histoires ne s'éteignent jamais vraiment. Le cold case n'était plus un dossier, il était une force vivante, omniprésente, qui imposait sa présence à tous ceux qui l'approchaient. Les motifs récurrents devenaient de plus en plus clairs. Les déplacements des témoins, les événements périphériques, les signes subtils laissés par la silhouette récurrente qui avait observé ou influencé la nuit fatale se révélaient dans une logique inquiétante. Cette présence, jamais au centre de l'action mais toujours là, avait façonné les événements d'une manière presque invisible, mais suffisamment cohérente pour former une trame identifiable. Comprendre cette influence était crucial pour reconstituer l'intégralité du cold case. Le détective travaillait sans relâche, jonglant entre documents, témoignages et analyses scientifiques. Chaque minute passée à revisiter les preuves augmentait la clarté de l'ensemble, révélant des liens jusque-là invisibles. Il savait qu'il approchait du moment où tous les fragments allaient converger, où chaque pièce éparpillée depuis des décennies trouverait sa place dans un récit cohérent et incontestable. Le cold case devenait un réseau vivant, un schéma complexe de causes, de conséquences et d'influences, qui n'attendait que la perspicacité pour se révéler entièrement. Les nuits de veille étaient rythmées par le cliquetis des claviers, le froissement des pages et le son lointain des sirènes dans la ville. Chaque heure passée à analyser les indices renforçait la conviction du détective que la vérité était proche. Les analyses scientifiques, combinées aux témoignages revisités et à l'étude minutieuse des lieux, créaient une image cohérente. La patience et la persévérance commençaient à payer, et le cold case montrait enfin les contours de sa solution. La tension dans la ville continuait de croître, même si la plupart des habitants n'en comprenaient pas la raison exacte. Les rues semblaient porter encore l'empreinte de cette nuit de 1993, et ceux qui avaient vécu ces événements ressentaient l'urgence et la gravité de l'enquête. Le cold case n'était plus un vestige du passé, il était devenu une présence vivante, exigeante et omniprésente, rappelant que la vérité finit toujours par émerger, même après des décennies. Le détective pouvait désormais discerner la convergence finale. Les fragments de témoignages, les preuves matérielles, les analyses scientifiques et les observations de terrain s'alignaient pour former un schéma cohérent. La silhouette récurrente, mystérieuse et périphérique, prenait enfin un sens dans le récit complet. Chaque pièce trouvée, chaque détail redécouvert contribuait à une image qui rendait désormais la vérité inéluctable. Alors que la lumière du matin s'intensifiait, le détective sentit que le moment crucial approchait. Le cold case, longtemps endormi, était prêt à livrer ses secrets. Après 30 années de silence, de doute et de mystère, la vérité n'était plus une possibilité lointaine. Elle était imminente, tangible et inévitable. Le détective savait que la patience, la rigueur et l'intuition l'avaient mené à ce point, et que bientôt, tout ce qui avait été caché pendant tant d'années serait enfin révélé. La ville, comme suspendue, attendait la résolution. Les habitants, les témoins et les policiers eux-mêmes étaient imprégnés d'une tension invisible, conscients que l'histoire allait enfin se dévoiler. Le cold case n'était plus simplement un mystère, il était devenu une force vivante, un récit qui exigeait d'être compris et confronté. Et le détective, seul mais résolu, sentait que le voile allait bientôt se lever sur cette nuit fatale, révélant la vérité longtemps cachée par le temps et les silences.